Bonjour à tous et bienvenue au Maybe Planet, effectivement. Alors, nous sommes ravis de vous accueillir pour cette nouvelle émission pour laquelle nous marcherons, encore une fois, sur un fil tendu au-dessus des terres de l'étrange et de l'incertain. À notre habitude, en funambule du possible et du peut-être, nous essaierons, armés de notre libre arbitre et de notre discernement, de garder notre équilibre pour ne basculer ni dans la croyance aveugle, ni dans le déni péremptoire. Alors, ce soir, je suis accompagné pour cette émission de Julie. Julie, comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. Bon, écoute, je suis ravi et je te remercie de m'accompagner pour cette émission. Une émission, je vous le dis tout de suite, les amis, très spéciale pour moi, puisque nous avons vraiment le plaisir d'accueillir Monsieur Thibaut Grèce. Thibaut, comment allez-vous ? Mais très bien, et vous-même ? Bah ça va, je suis ravi, c'est ce que je vous disais en off. Cette émission, cet entretien, ça faisait très longtemps que je voulais l'avoir. On va en discuter pendant l'émission. Parce que Thibaut, vous êtes philosophe. D'ailleurs, ce que je vous propose, est-ce que vous pouvez vous présenter à quelques mots à nos spectateurs qui ne vous connaissent peut-être pas encore très bien ? Oui, bah écoutez, j'enseigne la philosophie à des prépas littéraires, donc à des cagneux, des hippocagneux. J'ai également une charge de cours en terminale. J'ai beaucoup travaillé en philosophie sur Descartes. J'ai publié beaucoup d'ouvrages sur les pensées cartésiennes. Et j'ai également travaillé en doctorat sur la peinture renaissante dans sa dimension philosophique. Voilà, globalement, pour la présenter rapidement. Globalement, mais c'est déjà très bien, effectivement. Alors, Thibaut, moi, ce que je vous disais, je vous ai découvert, j'ai plus la date précise, mais je crois que je vous ai découvert pratiquement à la sortie du livre que vous avez écrit avec Paul Miro, un livre qui s'appelle « La philosophie au risque de l'intelligence extraterrestre ». Alors, je vous admets que ce titre m'a obligatoirement attiré, interpellé, parce que j'ai deux passions dans la vie, la philosophie et l'ufologie. Et là, je me suis dit, waouh, on dirait que là, c'est un livre qui parle des deux à la fois. C'est un livre qui est sorti aux éditions Vrin, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est alors, ça. on va vous mettre, à chaque fois que je visite, on va vous mettre la couverture du livre ici. Alors, pour moi, je vous lis, hein, c'est une lecture obligatoire. Si vous vous intéressez à l'ufologie, il faut lire ce livre, même si la philosophie, et ça on va en parler avec Thibaut, le terme philosophie peut faire un peu peur, mais c'est peut-être hélas aussi pour certains d'entre nous lié à nos années scolaires, parce que c'est vrai que la philosophie, c'est parfois perçu comme la matière où on va pouvoir rattraper un petit peu les devoirs qu'on n'a pas fait dans les autres matières, et c'est bien dommage. Mais ça, Thibaut, je vous demanderai votre avis là-dessus. Pour la philosophie au risque de l'intelligence extraterrestre, je vais vous lire rapidement sur les éditions Vrin la présentation. En fait, le livre est présenté ainsi. Peut-on introduire la question des intelligences extraterrestres en philosophie de manière rigoureuse ? Le présent ouvrage fait le pari d'une réponse positive. S'appuyant sur l'histoire de la philosophie, il propose de démontrer la légitimité philosophique d'une telle interrogation. Loin d'être rarissimes, les considérations consacrées aux intelligences extraterrestres apparaissent depuis les pré-socratiques et s'étendent jusqu'à Husserl, Bergson et Lévi, en passant par Thomas d'Aquin, Descartes, Leibniz et Kant, pour ne citer que les plus célèbres. Et je vous admets que votre passage sur Kant, il m'a explosé le cerveau, effectivement. Donc, nous invitons le lecteur à une sorte d'introduction à l'histoire de la philosophie à travers ce thème peu courant, revisitant les questions métaphysiques et cosmologiques et proposant une nouvelle interprétation du sens de la moralité kantienne à partir de l'identité des êtres raisonnables. Ça, c'est incroyable, les êtres raisonnables. Pour n'être pas quantitativement majeur dans les écrits philosophiques, le thème de l'intelligence extraterrestre n'en a pas moins sa place légitime dans la réflexion rationnelle. Il constitue peut-être même une des problématiques les plus impérieuses de notre avenir proche. C'est formidable quand même. Alors, moi, ma question, c'est comment en êtes-vous arrivé à vous poser ces questions et de produire un essai sur ces questions-là ? Ah oui, alors écoutez, c'est vraiment une circonstance, je dirais, contingente, aléatoire. On a dans le lycée où j'enseigne la chance de pouvoir, avant Noël, banaliser 2 jours de cours pour proposer aux élèves un thème que les professeurs vont choisir. Donc il y a une dizaine ou une quinzaine de thèmes et on propose aux élèves l'un des 15 thèmes qu'ils vont travailler pendant 2 jours. Et le thème est totalement libre. Et donc, avec plusieurs collègues en physique, en philosophie, Monsieur Miro, et puis en biologie, on s'était dit qu'on allait travailler sur la question extraterrestre à partir du film de Spielberg, Rencontre du troisième type. Chef-d'œuvre. Qui est un film qu'on aime beaucoup. Et
Et donc, à la faveur de ces 2 journées-là, avec mon collègue de philosophie, on s'est demandé ce qu'on allait bien pouvoir dire en philosophie, parce que ni lui ni moi n'avions jamais croisé durablement cette question-là. Et donc, on est allé voir les textes. Moi, je connaissais Descartes et mon collègue connaissait très bien Thomas d'Aquin. Et donc, on a tout de suite pensé à une lettre assez célèbre de Descartes et mon collègue avait pensé à une réflexion de Thomas d'Aquin. On est parti de là. Et puis, de fil en aiguille, on s'est rendu compte qu'à peu près tout le monde en philosophie, depuis 2500 ans jusqu'au XXe siècle, en parlait. Tout le monde ou presque, Aristote n'en parle pas. En tout cas, dans les écrits qu'on a retrouvés d'Aristote, il n'en parle pas. C'était une surprise pour vous ? Oui, ça a été une surprise parce que, pour moi, si vous voulez, et pour mon collègue également, autant la philosophie a l'habitude de parler des anges, parce qu'il y a eu un croisement avec la théologie dans le monde médiéval. Ouais. Et donc, vous voyez, l'idée qu'il y ait une intelligence qui ne soit pas humaine, et qui ne soit pas divine non plus, mais qui soit supérieure à l'intelligence humaine, c'est une idée qui est très banale dans tout ce qu'on appelle l'angéologie, c'est-à-dire la réflexion sur les anges, qui est passionnante d'ailleurs dans la période médiévale. Mais le problème, c'est que les anges, du point de vue chrétien en tout cas, n'ont pas de corps. En tout cas, ils ne sont pas matériels. Donc, ça ne concerne pas des intelligences qui se matérialiseraient par un corps ou par quelque chose de cet ordre-là. Et on s'est rendu compte qu'à côté de cette réflexion sur les anges, il y avait une réflexion sur des intelligences matérielles associées à des corps, et que cette réflexion sur les intelligences matérielles existait depuis, encore une fois, la pensée antique la plus ancienne. Donc, ça a été une grande surprise. Et on s'est même rendu compte, ça c'est mon collègue qui a découvert ça, c'est pas une découverte qu'il a faite, il l'a appris à l'occasion, que l'évêque Tempier, qui était le grand évêque européen au XIIIe siècle, avait condamné une série de thèses, parmi lesquelles figurait la négation de l'intelligence extraterrestre matérielle. C'est-à-dire qu'il condamnait ceux qui considéraient qu'il n'y avait pas d'intelligence extraterrestre matérielle. Ça, qu'on se comprenne bien, voilà, vous avez bien compris ce qu'a dit Thibaut, c'est-à-dire que la condamnation n'était pas de dire il y a des intelligences extraterrestres intelligentes, mais de dire non, ça n'existe pas. Enfin voilà, c'est étonnant, effectivement. Exactement. Ouais. Et en fait, vous avez derrière tout ça une réflexion qui est essentiellement de nature théologique quand même, et qu'on retrouve par bribes chez Descartes, qui consiste à dire ce serait réduire la puissance du créateur divin que d'imaginer qu'il n'ait été capable de produire qu'une seule forme d'intelligence matérielle. Vous voyez ? Et donc, cette idée cette réflexion consacrée à la puissance divine, à l'étendue de la puissance divine, va avoir pour conséquence, à un moment donné, en gros à la fin du XIIIe, d'affirmer qu'il doit y avoir d'autres intelligences matérielles non humaines et non terrestres. Et bon, après, ça posait le problème du Messie. Est-ce que ces civilisations différentes avaient eu Jésus ou pas? Est-ce qu'ils avaient aussi la rédemption? Ça, c'était quand même un des choquements. C'était compliqué, voilà. Oui, vous avez raison. Là, c'est une question très théologique pour le coup. Savoir pour qui le Christ était venu pour les chrétiens. Est-ce qu'il était venu, s'il y a d'autres intelligences matérielles ailleurs que sur Terre, pour elles aussi? Et donc, ça posait la question de l'universalité du salut. Et pire encore, ça posait la question de savoir s'il pouvait y avoir des créatures quasiment parfaites. Parce que si elles ne sont pas atteintes par le péché originel, au moins du point de vue moral, elles n'ont pas à être sauvées. Et si elles n'ont pas à être sauvées, elles sont quasiment parfaites. Et donc, leur distinction avec une perfection supérieure pose problème. Donc, ça soulevait une série de questions qu'on ne se pose pas au quotidien. Oui, mais en tout cas, à l'époque, c'était vraiment une série de questions très concrètes et il est passionnant de les retrouver et d'aller lire les procès même qu'il y a eu autour de tout cela. Oui, il devait avoir des discussions animées le soir au monastère ou dans les abbayes. Absolument, ouais. Ça devait être quelque chose quand même, effectivement. Alors moi, dans ce livre, alors dites-moi si je me trompe ou pas, mais la philosophie de Kant, quant au transhumanisme, qui n'est pas le transhumanisme qu'on imagine aujourd'hui. C'est vraiment passionnant. Kant est vraiment le pilier central du livre. Enfin, moi, en tout cas, c'est la partie qui m'a le plus explosé le cerveau, très honnêtement. Oui, alors, vous avez raison, c'est vrai. Le seul bémol que j'apporterais, c'est que si vraiment on se situe du point de vue historique, je pense que le 18e siècle est le siècle par excellence de la question extraterrestre.
Vous avez un livre de Fontenelle qui est assez connu d'ailleurs, L'Entretien sur la pluralité des mondes, qui est le best-seller de l'époque. Il ne faut pas oublier que Fontenelle, il a vécu, je crois, 99 ans, et que donc il a été en mesure de faire plusieurs éditions de son livre. Il a pu l'affiner, l'améliorer, et comme ça se vendait, que ça se traduisait beaucoup, comme il était en vie durant ces multiples éditions, il a assuré, si l'on peut dire, le suivi de l'ouvrage, et ça a eu un retentissement dans l'Europe entière qui est considérable, y compris jusqu'à la Russie. Et ça a développé un climat dans lequel Kant s'insère, et je vais un tout petit peu caricaturer, mais disons qu'au XVIIIe, l'existence d'extraterrestres au sens d'intelligence matérielle est quasiment une évidence. À telle enseigne que vous voyez des débats pour savoir comment, moralement parlant, on doit les accueillir, comment on doit se comporter avec eux, comment on doit se rapporter à eux si d'aventure on était amené à en rencontrer. Donc c'est un cadre, je dirais, un climat. Vous connaissez peut-être le micro-méga de Voltaire. Voilà, j'allais en parler, où là, on est dans un voyage, interstellaire, avec des petits, avec des grands, avec de tout. Et donc, en général, on oublie qu'il parle d'extraterrestres parce qu'on se dit, oui, c'est un décalage culturel pour se dire qu'il faut une distance pour pouvoir juger nos civilisations. C'est vrai. N'empêche, il l'écrit dans un climat qui est celui du XVIIIe, où ça ne choque personne de faire appel à l'hypothèse extraterrestre. Et vous avez 1001 exemples comme cela, depuis en gros Cyrano de Bergerac à la fin du XVIIe, le vrai, pas le personnage de Rostand, jusqu'à Fontenelle, qui vont créer ce climat-là. Alors pour le livre de Fontenelle, ce qui en a peut-être fait aussi un best-seller, on n'appelait pas ça comme ça à l'époque, mais c'est la façon dont il a écrit, puisqu'en fait, c'est un échange entre une comtesse et Fontenelle, quoi. Donc il y a un côté aussi assez agréable à lire, peut-être un petit peu novateur pour l'époque. Oui, c'est vrai, ça mime très très bien les discussions de salon qui étaient très répandues depuis le XVIIe siècle. Et là, on voit vraiment, dans les salons qui étaient tenus essentiellement par des salonnières, par des femmes, la manière dont une discussion très courtoise portant sur des questions fondamentales s'engage, et comment également les arguments se développent. C'est très argumenté, vous avez différents types d'arguments, il y a des arguments analogiques, des arguments historiques, des arguments probabilistes, et ainsi de suite. Et ça mime vraiment les discussions telles qu'on les connaît dans les salons de l'époque. Et c'est vrai, c'est vivant. À chaque fois qu'on est dans un dialogue, c'est vivant, et ça permet à chacun de reproduire, si l'on peut dire, l'expérience du dialogue et le côté aussi plaisant du dialogue qui avait été formalisé et théorisé, notamment en France. C'est vrai. Et on retrouve un petit peu ça, enfin, je vous le dis, mais ayez la curiosité, si vous ne l'avez pas fait, amis spectateurs, de lire un texte de Platon, par exemple, qui utilise beaucoup, parce que Platon fait parler Socrate dans ses textes, c'était son maître, et je suis toujours étonné par l'espèce de modernité du propos de Platon, en tout cas dans l'écriture. Donc voilà, on retrouve un petit peu ça, enfin ça c'est une aparté, mais c'est vrai que ça rend la lecture beaucoup plus simple, et ça permet d'insérer des questions plutôt que des blocs de texte qui sont parfois un peu plus compliqués à lire, qui a peut-être participé effectivement au succès de Fontenelle, effectivement. Alors, vous avez tout à fait raison, mais c'est très intéressant parce que la question de savoir ce que c'est que la pensée, en fait, est déjà en jeu dans le type d'écriture qu'on pratique. Si on considère que la pensée est vivante, qu'elle n'est pas une espèce de truc figé qui va produire un traité lourd, eh bien, on va avoir tendance à privilégier le dialogue. On va montrer la vie de la pensée par le dialogue, par la rencontre entre plusieurs formes de pensée, et on va restituer la dynamique, le mouvement même de la pensée par le dialogue. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve évidemment chez Platon, vous avez raison, et puis qu'on va retrouver aussi chez quasiment tous les grands auteurs du XVIIe siècle. Même Descartes a écrit des dialogues, Leibniz a écrit des dialogues magnifiques, et énormément d'autres. Donc vous avez cette volonté de mimer le mouvement même et le dynamisme même de la pensée par le dialogue et par l'espèce de rebond que permet la réponse d'autrui. Et ça, c'est très très plaisant en effet. Moi je trouve, et je dirais même que les textes modernes pourraient vraiment s'en inspirer. Je pense par exemple à John Mack, qui est passionnant dans sa lecture, un psychiatre spécialisé d'abduction. Mais je le dis, et honnêtement, bon, le pauvre est décédé, mais je lui dirais aussi, s'il était là, c'est illisible, c'est parce que c'est des pavés énormes, très très durs à lire, et c'est vrai que ce format sachant, apprenant, est quand même beaucoup plus intéressant. Mais ce qui est fou, c'est que Fontenelle va inspirer
quelque part Kant quand même. Enfin, ce livre va inspirer un petit peu la réflexion de Kant. Moi, c'est vrai que Kant, je le connaissais surtout sur son discours, en tout cas son échange épistolaire avec Constant sur le mensonge. Ça, c'est un texte de Kant qui est fou quand même. Il ne faut pas mentir. Dans tous les cas, il ne faut jamais mentir, quoi. C'est quand même quelque chose d'étonnant. Mais Kant va avoir une vraie réflexion sur l'extraterrestre, sur le coup. Oui, alors non seulement il a une réflexion assez aboutie, mais en plus elle est précoce. En fait, vous la trouvez dès les tout premiers écrits de Kant sur sa cosmologie, sur la réflexion concernant l'espace. Et de surcroît, très vite, Kant va développer une idée que finalement on enseigne assez peu parce qu'il y a l'idée que Kant, c'est le penseur humaniste qui place l'être humain au cœur de toute chose et qui en fait la valeur suprême. En fait, on s'aperçoit que les choses sont beaucoup plus compliquées que ça et que dès les années 1757-58, il est né en 1724, eh bien, Kant nous dit, je caricature un tout petit peu, mais c'est quasiment écrit noir sur blanc, que de tous les êtres intelligents matériels, l'être humain est le plus médiocre de tous. C'est-à-dire, vraiment, on n'a pas de chance, quoi. On est un produit d'une médiocre facture et qui ne mérite pas beaucoup de respect en tant qu'humain. Et on voit progressivement que Kant va se demander comment la morale est possible, c'est-à-dire comment le respect d'autrui va être possible quand on a affaire à quelque chose d'aussi imparfait que l'être humain. Vous voyez ? Et ce qui est très intéressant, c'est que vous le voyez élaborer l'idée que, au fond, ce qu'il y a de respectable dans l'être humain, ce sera ce qu'il partage en commun avec tous les êtres dotés d'une raison, avec tout ce qu'il appelle les êtres raisonnables, si bien que ce que l'on comprend, c'est que les êtres humains sont des échantillons parmi d'autres des êtres raisonnables dotés d'un corps, et que c'est à titre d'être raisonnable, et non pas à titre d'humain, que nous pouvons mériter le respect. Vous voyez ? Donc c'est vraiment une manière de dire notre individualité, notre particularité ne sont pas du tout l'objet du respect. Ce qui est respectable en nous, c'est le fait que nous soyons dotés d'une raison et que cette raison nous apparente à une communauté d'êtres raisonnables. Kant écrit à plusieurs reprises que la communauté s'étend au cosmos, donc c'est littéralement une communauté cosmique, et à cet égard, c'est en tant que membre de cette communauté et non de l'humanité que nous sommes dignes de respect. Ça, c'est une thèse qui, à mon avis, montre que Kant n'est pas si humaniste qu'on veut bien le dire la plupart du temps. On est bien d'accord. Hein. En fait, il dit que nous sommes des animaux raisonnables, c'est-à-dire que nous sommes vraiment entre l'animal et l'être supérieur, et qu'on est quand même très pénalisé quelque part par notre enveloppe de chair, par nos sens qui sont plus que limités. Enfin voilà, c'est vrai que quand on sort de là, on se dit ouais, bon bah ok, on n'est pas grand-chose au final, quoi. Oui, et alors c'est amusant parce qu'il essaye d'expliquer, de justifier l'impression de médiocrité qu'il observe sur les humains, et il va tenter, à partir d'analyses sur la gravitation et la pesanteur, il est un peu postérieur à Newton, d'expliquer que finalement la pesanteur que nous subissons sur Terre a fini par rendre pesante la matière elle-même, et que ça explique en grande partie l'extraordinaire médiocrité matérielle dont nous sommes affublés. Donc, vous avez une espèce de lien avec la physique pour rendre compte de la pesanteur matérielle qui, finalement, entrave l'exercice de la raison et qui fait que parmi les êtres raisonnables, nous sommes sans doute les moins aptes à exercer notre raison. C'est pas qu'on a moins de raison. On n'a pas moins de raison qu'un autre, mais en revanche, on a une constitution matérielle, le corps et les affects, c'est très important, et les affects, qui nous empêchent concrètement d'exercer un jugement raisonnable. C'est pas notre faute, en gros. C'est pas notre faute, mais néanmoins, c'est quand même de notre faute parce que comme nous sommes raisonnables, comme nous disposons d'une raison, nous voyons ce que nous pourrions être. Voilà, c'est ça. Nous voyons ce que nous pourrions être et nous ne sommes jamais à la hauteur de ce que nous pourrions être. C'est comme on dit en sport, c'est une invitation à s'arracher, à aller plus loin que ce que nous pourrions faire au quotidien. Et c'est en ça que je trouve que c'est du transhumanisme, en fait. C'est de dire, vous n'y arriverez pas de façon permanente, mais de temps en temps, vous arriverez peut-être à toucher la grâce. Exactement. Voilà, comme ça, avec un saut magnétique, vous toucherez le truc pas longtemps, mais vous l'aurez touché, et ça, c'est bien, quoi. Voilà. Il dit quand même à plusieurs reprises que depuis l'apparition de l'humanité, il ne pense pas qu'il y ait eu un seul homme raisonnable qui ait été capable d'une véritable action morale. C'est-à-dire toutes nos actions morales, qui pour lui sont produites par la raison, ont toujours été entachées d'un motif affectif, ont toujours été attachées en gros soit
d'un amour-propre, d'un intérêt personnel dont on n'avait pas forcément conscience, d'un petit intérêt sordide qui empêchait que la raison fût la seule motivation de notre action. Et ce qui est horrible, c'est quand on lit ça, obligatoirement, on se le ramène à soi-même. Et on se dit, ouais, c'est vrai que c'est pas complètement faux, quoi. Parce qu'après, obligatoirement, on cherche nous-mêmes dans notre passé une action qu'on aurait pu faire de façon totalement désintéressée. Et puis on se dit, ouais, c'est vrai qu'au final, le propos est dur, mais il est juste quand même. Et oui. C'est un petit peu compliqué. Non, moi j'ai trouvé vraiment cette partie de Kant absolument passionnante. Et puis on voit sur la fin du livre, alors que les philosophes contemporains se sont préoccupés de la question, mais pas tant que ça quand même. Enfin aujourd'hui, voilà, on voit que la question de l'extraterrestre ne semble pas être tout à fait un champ philosophique souvent foulé du pied par les philosophes. Oui, alors il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. Disons, la première, c'est que vous avez dans la philosophie du XXe siècle une très vive réflexion sur les phénomènes, donc sur ce qui apparaît concrètement, qu'on appelle la phénoménologie. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les extraterrestres ne sont pas des phénomènes fréquents. Donc, dans une philosophie qui s'intéresse aux phénomènes, qui propose une phénoménologie, on peut en parler à titre d'hypothèse, mais ça ne peut pas faire l'objet d'une réflexion poussée. Et par ailleurs, vous avez évidemment une perte de vitesse de la théologie. Donc, toutes les réflexions sur la théologie qui avaient innervé la philosophie pendant un certain temps sont globalement taries. Vous ne retrouvez que chez des gens comme Bergson ou Trémontant qui ont encore un vieux fond théologique, des propos sur ces questions-là. Mais chez les autres qui se sont éloignés de la théologie, ça n'apparaît pas. Et il ne faut pas oublier que les quelques philosophes qui ont conservé un lien avec la théologie sont souvent juifs. Et évidemment, ce qui va les hanter, c'est plutôt l'extermination, c'est plutôt ce qui s'est passé au XXe siècle, qui va remettre en cause le rapport avec Yahvé ou avec Dieu. Et donc, c'est ça qui va, quand il y a encore des approches théologiques, qui va, je dirais, nourrir la réflexion. Bon. Et puis, vous avez aussi un dernier facteur, mais qu'on n'aborde pas du tout dans le livre, mais qui est lié au fait que la philosophie du XXe siècle, dans la deuxième partie du XXe siècle, n'aborde plus les grandes questions métaphysiques, n'aborde plus les questions fondamentales, mais aborde désormais des questions, comme on dirait, micro-logiques, des petites questions, ce que Derrida appelait les marges. Donc quand on va dans ces terrains-là, évidemment, la grande question de savoir ce qui peuple l'univers, la grande question de savoir si on peut rencontrer des intelligences non humaines, n'est plus du tout prise en charge par cette partie-là de la philosophie qu'on appelle déconstructionniste ou critique, qui a plus pour ambition de mettre en crise la philosophie antérieure que de proposer à nouveau frais une grande réflexion métaphysique sur le monde. C'est vrai que ce qu'on a pu constater effectivement dans les dernières décennies, c'est que la sociologie s'est emparée du domaine de l'ufologie, ou je dirais du paranormal dans son ensemble. Il y a eu beaucoup de sociologie, il y a eu beaucoup de psychologie, mais pas de philosophie. Voilà, enfin, c'est très très light en philosophie. Alors, on va quand même rappeler, parce que là, je vois quelques ufologues de la vieille école qui me disent « Aimé Michel, c'était pas un philosophe ». Oui, Aimé Michel avait une formation, effectivement, philosophique, qui l'a aidé, je dirais, dans son parcours ufologique. Mais enfin, c'est vrai que voilà, Aimé Michel a fait tellement de métiers, a fait tellement de choses dans sa vie, qu'en soi, il n'était pas reconnu comme philosophe, il était reconnu comme chercheur, mais la philosophie était plus en filigrane dans ce qu'il faisait que vraiment son point de départ initial. Alors, justement, Thibaut, fort de ça, quand vous proposez ce sujet à vos élèves, comment ça se passe? Il y a une réticence? Les élèves se disent mais c'est quoi ce sujet bizarre? Ou au contraire, vous sentez une volonté? Parce qu'on est alors si j'ai bien compris, on est en 2016 quand vous faites ce choix-là. Oui, peut-être. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en 2016, on n'est pas encore dans le bouillonnement qu'on peut connaître à partir de décembre 2017, parce que je rappelle que l'article qui va mettre le feu aux poudres et qui vraiment va faire exploser l'ufologie, en tout cas outre-Atlantique, un petit peu moins en France, c'est quand même l'article de Leslie Kean, Blumenthal, Cooper, le fameux article qui va paraître dans le New York Times. Donc quand vous lancez cette idée, l'ufologie, enfin la soucoupe, le phénomène aérien non identifié n'est pas spécialement à la une des journaux. Oui, vous avez raison. Nous, dans l'atelier que nous avions proposé, on est
était vraiment parti sur la seule question extraterrestre, sur la seule question, disons, d'intelligence non humaine. On a très très peu parlé des PAN ou des ovnis, ça n'a pas été l'objet de notre travail. Et puis, par ailleurs, on s'était beaucoup appuyé sur le film de Spielberg, et on s'était beaucoup appuyé aussi sur, vous savez, toutes les rumeurs autour d'Eisenhower, le fait que ce soit inspiré de prétendue rencontre qu'Eisenhower aurait faite, etc. Donc évidemment, quand vous proposez ça à des élèves de 16-17 ans, un film qui est quand même très réussi et qui n'a pas pris une ride ou quasiment pas. Pas tant que ça, voilà, oui. Des auteurs qu'ils avaient commencé à découvrir, que ce soit Platon, Descartes ou Leibniz, qu'ils découvrent maintenant sous un autre angle, sur un sujet auquel ils ne s'attendaient pas, puis nous non plus d'ailleurs. Et puis en plus, une réflexion biologique sur l'exobiologie qui commençait déjà à avoir à connaître un certain essor. Globalement, ça plaît beaucoup aux élèves de 16-17 ans, qui en plus n'ont pas spécialement ils n'ont pas intériorisé d'interdits intellectuels par rapport à ça. Ils n'ont pas l'impression de parler d'un élément absurde ou ridicule. Et puis, comme ça part d'un film, on se dit c'est une fiction. De toute façon, c'est une fiction. Donc, ça ne risque rien. Ça n'engageait vraiment à rien de le faire. Et puis, nous-mêmes, mon collègue et moi-même en philosophie, n'avions pas du tout de conviction sur le sujet. C'est-à-dire on voyait que ça a été un élément central de l'histoire de la philosophie, bien qu'encore une fois, il n'y ait pas des textes très longs. Mais tout le monde en parle un petit peu. Ouais. Et bon, voilà, donc on n'avait pas de thèse particulière à défendre, si ce n'est, encore une fois, que philosophiquement, c'était intéressant. Donc voilà, je pense que ce cocktail a fait que ça a bien pris et que les élèves, je crois, ont beaucoup apprécié ce qu'on avait fait. Ouais. Ah bah, je vous admets que moi, mon prof de philosophie m'aurait proposé ça à l'époque, j'aurais été partant, quoi. Alors, ça Thibaut, c'est quand même une question que je me pose. Alors, je me pose en tant qu'adulte. Quand j'étais ado, je me la posais moins. Mais c'est vrai que malgré tout, la philosophie est parfois vécue par le grand public comme quelque chose d'inatteignable, d'élitiste, de compliqué. Comment vous l'expliquez ? Parce que la philosophie, c'est un petit peu la vie quand même. Enfin, on fait tous un petit peu de philosophie tous les jours. Oui, c'est vrai. En fait, ça dépend un petit peu de ce que l'on entend par la philosophie. Ouais. Je vais faire une réponse qui est un peu mi-figue, mi-raisin. Quand vous regardez, par exemple, les dialogues de Platon auxquels vous faisiez allusion tout à l'heure, et que vous regardez avec qui Socrate engage la discussion. C'est vrai qu'il dialogue beaucoup, mais quand vous regardez ses interlocuteurs, à part le petit esclave pour l'exercice géométrique, Socrate ne discute en réalité qu'avec l'élite intellectuelle de la cité. Il ne prend que les intellectuels, même les sophistes, mais reconnus par la cité. Et donc, il y a quand même chez les dialogues socratiques, cette idée que on peut dialoguer, mais le dialogue est quand même difficile. Le dialogue est très difficile et il va s'exercer avec quand même des gens qui vont être assez, assez catégorisés. Et le problème, c'est que vous avez tout à fait raison. C'est que la philosophie concerne la vie et qu'à cet égard, elle devrait être l'objet de tout le monde. Tout le monde est capable, évidemment, de produire une réflexion. Alors, ce que j'aurais tendance à vous dire, c'est tout simplement ceci. Je pense que le questionnement philosophique est absolument universel et que tout le monde y accède, tout le monde se le pose, qu'il ait eu des cours ou non en philosophie, qu'il ait lu ou non. Ce sont des questions spontanées. Les questions fondamentales, tout le monde, à mon avis, les éprouve. En revanche, il y a une autre partie de la philosophie qui est l'argumentation et l'utilisation des concepts. Et là, je pense que pour le coup, c'est difficile. C'est-à-dire, ça suppose quand même d'apprendre à produire un raisonnement correct, à ne pas se laisser séduire par des raisonnements trompeurs. C'est le fameux problème des sophismes. Voilà. On va y venir, ouais. Et là, c'est une partie complémentaire de la philosophie qui, pour le coup, suppose un apprentissage qui est compliqué, qui est longue et qui, en plus, malheureusement, n'a jamais de résultat certain. C'est-à-dire, en philosophie, vous ne tomberez jamais sur une vérité définitive ou absolue, vous tomberez plutôt sur un concept dont vous aurez argumenté l'usage, mais dont l'argument ne sera jamais l'argument ultime. Il y aura toujours une faille.
Et malheureusement, la philosophie, même quand elle demande un effort de toute une vie, ne vous conduira jamais à la solution. C'est pour ça que c'est de la philosophie. En fait, dans philo, vous avez philein, vous avez l'idée d'aimer, mais d'aimer au sens où vous restez à distance de ce dont vous êtes en quête. On aime, c'est-à-dire, en fait, je désirerais obtenir la sagesse, mais on ne l'obtient jamais vraiment. Et c'est pour ça que les sophistes, qui ont fait tomber le fameux philein ou le fameux philo, prétendent la détenir. Mais le simple fait de prétendre détenir la sagesse est bizarre pour un philosophe. C'est déjà un signe de tromperie. On ne la détient jamais, on la désire, et du fait même qu'on la désire, on en est à distance. Alors, on parle des sophistes, et ce que je disais tout à l'heure en off, personnellement, je pense que le monde de l'ufologie, qui est... là-dessus, je pense que tu seras d'accord avec moi, Thibaut, l'étymologie, c'est UFO, donc objet volant non identifié, et logie, c'est-à-dire l'étude des phénomènes aériens non identifiés. L'ufologie est quand même un petit peu, alors je ne vais pas utiliser le terme gangréné, mais en tout cas pénalisée par une espèce de néosophisme en ufologie. Ces gens qui savent qu'ils savent. Le problème, c'est que souvent, lorsqu'on va chercher justement l'argumentation, quand on va commencer avec eux le discours philosophique, on se rend compte souvent qu'on est à une impasse et qu'on est plus face à une croyance qu'à un vrai argument étayé et sourcé. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, Thibaut, mais j'ai l'impression que l'ufologie, on se retrouve un petit peu dans ce combat entre Platon, Socrate et les sophistes, mais sous une nouvelle forme. Oui. Alors, je crois qu'il y a un point qui est très important dans ce que vous dites, c'est l'envie d'y croire. Je crois d'ailleurs que c'était dans X-Files que le slogan avait I want to believe. Je veux croire. C'est très important, c'est-à-dire à partir du moment où vous avez un objet de passion, vous avez envie que corresponde à votre objet quand même une certaine réalité ou une certaine consistance. Et donc, je pense que c'est très humain finalement de succomber parfois à une exagération quant au crédit à apporter à ce que l'on aime, quoi. Bon, mais j'ai beaucoup d'indulgence pour les gens qui malheureusement sautent le pas vers une croyance excessive dans ce qu'ils aiment. Et je crois que ça explique beaucoup de choses. Hein. J'ai peut-être la faiblesse de croire que la psychologie des gens explique énormément de biais intellectuels qu'ils peuvent avoir la plupart du temps. Et puis nous-mêmes, nous en avons beaucoup, des biais, malheureusement. Nous avons nous-mêmes une psychologie qui nous amène à nous tromper parfois, tout en étant de bonne foi. Et je pense que dans l'ufologie, vous avez parfaitement raison de dire qu'il y a des mauvais raisonnements, mais je ne suis pas entièrement sûr qu'il y ait beaucoup de mauvaise foi. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a de la foi. Il y a de la foi. Mais je ne suis pas sûr que ce soit destiné à tromper, ni. Je pense qu'il y a une espèce de volonté farouche de partager le sentiment qu'on a découvert quelque chose, et que cette volonté de partager ça avec autrui est sans doute très trompeuse. Elle est sans doute égarante, mais je ne pense pas qu'elle soit fondée sur une volonté de tromper. Alors Thibaut, je vais rebondir parce que je ne vous cache pas, ce matin, j'ai regardé une conférence TEDx que vous aviez donnée il y a quelques mois, quelques années, et vous parliez de l'innovation, et je vous admets que ça m'a quand même tilté, parce que votre définition de l'innovation, je me suis dit, mais l'ufologie, quelque part, n'est-elle pas une forme d'innovation dans le sens commercial ? Voilà, ça c'est une vraie question aussi. Oui, oui, parce qu'en effet, dans la conférence TEDx, j'avais mentionné le fait qu'innovation était un terme économique à l'origine, désignant la capacité à s'insérer sur un marché et à tirer un produit de ce marché. C'est vrai. Écoutez, j'avais jamais fait le lien, mais votre suggestion me paraît intéressante. C'est d'autant plus intéressant que l'ufologie, si on la prend comme l'étude en gros des phénomènes des pans, elle existe depuis très longtemps. C'est-à-dire, pour vous donner un domaine qui est très, très peu connu, mais qui est incroyable, le domaine de ce qu'on appelle la magie à la Renaissance, qui a publié des livres de très, très grand intérêt, Paracels ou d'autres, des gens comme ça sont très importants. Eh bien, quand vous lisez ces livres-là, vous vous rendez compte que ça décrit des phénomènes qu'il est
extrêmement difficile de distinguer d'un pan. Oui. Des apparitions célestes, des disparitions célestes soudaines, des apparitions également d'êtres en noir. Les Men in Black, vous en trouvez des descriptions autant que vous voulez quand vous lisez les textes de magie renaissante. Les djinns, les démons, ils sont là. Hein. Absolument, absolument. Et vous les produisez sur commande quand vous avez les bonnes formules. Alors, je ne dis pas que ces textes, évidemment, disent la vérité, mais je dis simplement que le discours sur ces questions-là existe depuis très, très longtemps. Et là-dessus, Jacques Vallée, à mon avis, en France, a fait voir des choses absolument fondamentales. C'est-à-dire la parenté descriptive entre les textes de magie médiévale et renaissante et ce que l'on traite quand on traite des pans. Donc, de ce point de vue-là, vous avez raison, il y a une innovation au sens où la nouvelle ufologie concerne un domaine éditorial, concerne un lectorat précis et donc suppose un marché. Vous avez entièrement raison, c'est vrai. Qui existe, soyons clairs. Il y a, alors, voilà, vous parliez tout à l'heure de mauvaise foi. Je pense que la majorité des gens qui voient des choses sont convaincus de ce qu'ils ont vu. Bon, et d'ailleurs, je vais vous dire, il faut se retourner l'argument de dire, mais ils ont peut-être vu ce qu'ils disent avoir vu. C'est ça le pire, c'est que moi, j'y suis pas. Donc, ce qu'on me raconte, c'est peut-être vrai. Bon, en général, quand c'est une planète, on a quand même des conjectures solides, mais c'est pas toujours le cas. Mais enfin, on sait aujourd'hui, et surtout en Amérique, et quelques conférenciers français qui écrivent au kilomètre des choses qui sont plus des romans que des documentaires et qui savent très bien qu'ils vont en vendre par palette parce qu'il y a une demande et que parce que veulent les gens, c'est parfois aussi du rêve. Bon, je ne vais pas citer d'auteurs, mais vous les avez tous en tête. Encore une fois, ils sortent 1 ou 2 bouquins par an. Où là, effectivement, il n'y a pas de sourçage, il n'y a pas de sourçage, pardon, il y a pas de matière, et bon, bah, c'est un roman, pourquoi pas, mais c'est vendu comme du vrai, quoi. C'est ça qui est embêtant. Pour moi, c'est une forme de néo-sophisme, voilà. Bon, après encore une fois, s'ils vendent et que ça se passe bien comme ça, on va dire qu'ils font peut-être pas de mal non plus, quoi. Peut-être. Oui, c'est vrai. Alors, Thibaut, on est déjà à 37 minutes et c'est passionnant comme entretien. Alors, pour tout dire, et je voulais aussi qu'on aborde cette question-là, parce que j'avais eu Luc Digny en juin pour préparer l'émission que nous avions fait avec Roger Baldacchino, qui est toujours en ligne, bien sûr, si vous voulez la regarder, parce que c'est une émission super intéressante. Et Luc, au téléphone, me dit, bah écoute, Pascal, à Sigma 2, on a beaucoup de chance, parce qu'on va avoir bientôt un jeune philosophe qui va rejoindre nos rangs. Et moi, j'avais dit à Luc, mais c'est pas Thibaut Grèce quand même. Et il m'avait dit, si, c'est Thibaut Grèce. Donc là, ça a été officialisé puisque votre nom apparaît dans le rapport qui est paru fin juin sur Sigma 2. Donc, vous avez rejoint les rangs de l'association Sigma 2. Oui, oui, comme vous le dites, il y a quelques mois, l'association a eu la gentillesse de m'accueillir. Mon nom apparaît sur le rapport, c'est très généreux parce que je me suis borné à fournir une citation de Descartes. Pareil pour moi, je suis dedans, mais bon, j'ai pas fait grand-chose. Donc, ça montre la générosité de l'association qui est prête à mentionner un membre qui n'a pourtant pas beaucoup participé au rapport. Et donc là, c'est très intéressant parce que ça parle beaucoup plus des pans que des extraterrestres. Ça parle beaucoup plus de la matérialité des phénomènes, ça parle beaucoup plus de la question des ovnis que de la question extraterrestre. Et moi, ça me plaisait beaucoup plus, finalement, de creuser l'aspect des pans que de creuser l'aspect des extraterrestres. Ouais. Comment ça s'est fait? Voilà, moi, ça m'intéresse de savoir, parce qu'on voit qu'en 2016, l'ufologie, c'est pas spécialement quelque chose qui vous intéresse, c'est un sujet que vous proposez à vos élèves. Et là, en 2021, vous rentrez à Sigma 2, qui, à mon sens, je vous le dis honnêtement, va devenir sous peu, je me trompe peut-être, je n'ai pas des dons de voyance, mais qui devrait en tout cas devenir sous peu une des organisations les plus solides au niveau international. On en reparlera, mais je pense qu'ils ont tout à fait toutes les qualités pour créer des transversalités avec les États-Unis, avec tous les autres pays qui étudient les choses sérieusement, et c'est pour ça que je trouve que c'est d'autant plus intelligent et anticipateur de faire rentrer de la philosophie à Sigma 2. Je vous le dis franchement, je pense que c'est un coup génial qu'a fait Luc. Qu'est-ce qui a fait que vous connaissiez Sigma 2, vous l'avez découvert comment, et qu'est-ce qui vous a donné envie d'y rentrer? Oui, j'ai découvert l'émission sur Internet entre Luc Digny et Alain Juillet. J'ai
j'ai malheureusement oublié le nom de l'émission, et c'était une émission passionnante Sur, à laquelle avait sur participé. un news sécurité avec Oui, Jean-Pierre Petit et voilà, Jean-Claude aussi, Jean-Claude Bourret. exactement. Ouais. Et ouais, il y avait Alain Juillet et Luc Digny. Ouais, mais je crois qu'il y avait une autre personne aussi. Non, je suis pas Il y sûr. avait un Non, animateur oui, qui c'était était la l'animateur, cinquième la personne. cinquième Ouais. personne. Ouais. Ouais. Émission passionnante. Émission passionnante. Moi, je ne connaissais pas Sigma 2 ni Luc Digny. Je connaissais Alain Juillet pour d'autres raisons. Ah oui, oui. Et, enfin, pas personnellement. Et l'émission m'a beaucoup plu. Et puis, depuis 2-3 ans, moi, je me sentais un peu seul parce qu'en philosophie, la question des pans n'intéresse personne. Et même au niveau international, Thibaut, non? Je vois pas de philosophe américain ou autre. Là, ça commence un petit peu avec le rapport qui vraiment a mis du feu sous la marmite. Mais même au niveau international, les philosophes contemporains parlent pas vraiment du sujet. Oui, il y a eu à Harvard, autour d'Avi Loeb, disons quelques philosophes qui ont commencé à thématiser, à conceptualiser ce dont Avi Loeb parlait. Mais vous avez raison, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment envisagé de manière sérieuse dans des colloques ou des choses comme cela. Et pour tout vous dire, moi, vraiment au début, c'était les extraterrestres qui m'intéressaient. J'avais même lu les écrits de Maurizio Billino sur les traductions de la Bible. J'avais trouvé ça très intéressant. Je vous donne un scoop. Nous allons faire une interview de Mauro Beghino dans pas très longtemps. Ça, c'est. Félicitations. Ça, je suis mais aux anges, c'est le cas de le dire. Quand on connaît les écrits. J'avais vraiment beaucoup aimé ces livres, et donc au début, c'était ça qui m'intéressait. Et puis, je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais un jour, en relisant un texte, je crois, de Descartes, oui, c'était de Descartes, je me suis dit que finalement, il y avait toute une réflexion, notamment au XVIIe siècle, sur la question de la permanence des phénomènes, sur la question en gros, sur une question très simple, à savoir pourquoi interprétons-nous une trajectoire continue comme étant le signe de l'identité de l'objet. C'est-à-dire, pourquoi pensons-nous qu'il reste le même au motif qu'il a une trajectoire continue ? Bon, c'est une question qui était à cheval entre la physique et la philosophie. Et de fil en aiguille, la question de la permanence des objets m'a intéressé. Et je me suis dit, mais c'est étonnant parce que finalement, dans l'ouvrage de Leslie Kean, qui regroupe les témoignages des militaires, il y a quand même un élément qui est récurrent, c'est la non-permanence du pan. Le pan apparaît, disparaît, et ça ne correspond pas à ce que l'on imagine possible. Et donc, je me suis dit que finalement, le fait même qu'il y ait des phénomènes qui soient non permanents met en crise ce qu'on appelle la normalité perceptive. Il n'est pas normal pour un humain d'imaginer qu'un objet matériel puisse apparaître d'un coup ou disparaître d'un coup. Si c'est le cas, c'est que ce n'est pas un objet. Et on a tendance à raisonner comme ça. Et donc, comme le XVIIe siècle et le XVIIIe siècle aussi proposent une réflexion sur ce qu'un humain considère comme normal ou pas normal, c'est-à-dire une réflexion sur la structure de la conscience qui va déterminer ce que nous considérons comme faisant partie de la normalité réelle, ou au contraire heurtant notre conception de la réalité. On a ça tout le temps chez Descartes, chez Berkeley, chez Kant, chez tous ces grands auteurs-là, c'est le cœur même de leur réflexion. Qu'est-ce qui, dans la conscience, nous pousse à considérer comme normal un phénomène ? C'est un truc que vous comprenez très bien quand vous faites à un enfant de 3 ou 4 ans un tour de magie. Il n'est pas étonné. Il n'est pas étonné parce qu'il n'a pas encore construit son cadre perceptif normal. Oui, pour lui, il n'y a pas d'anormalité. Il n'y a pas d'anormalité. Si ça existe, c'est possible. Exactement. On n'en parle plus. Donc, si vous faites léviter un objet, ça ne l'étonnera pas spécialement. Il faut déjà qu'il ait toute une réflexion sur ce qui est normal, sur ce qui ne l'est pas, pour que tout d'un coup, quelque chose lui semble impossible. Vous voyez ? Et bon, comme je fais beaucoup de magie par ailleurs, tout ça se regroupe. Et donc, je suis arrivé en fait à une réflexion sur la question de la permanence, de l'impermanence, à partir de la philosophie, et pour essayer de comprendre dans les descriptions fiables qui sont faites des pans, si ça met en crise nos propres manières de percevoir les choses, ou si, peut-être, c'est une hypothèse, les phénomènes en question sont des choses qui manipulent la structure de notre conscience, qui nous forcent à voir des choses que notre conscience, normalement, ne peut pas voir. Vous voyez ? Et donc, voilà, c'était ça que j'avais proposé comme projet à Luc Digny.
Et puis, et voilà en gros le cheminement que j'avais effectué et qui m'a amené à passer, disons, d'une réflexion sur les extraterrestres à une réflexion sur les pans, qui me semble vraiment engager toute une réflexion philosophique sur la nature de la conscience, sur la nature de l'espace perçu par la conscience, du temps perçu par la conscience. Il y a toute la question des missing times aussi, qui est quand même très, très troublante, parce qu'un temps qui disparaît uniquement pour quelqu'un et pas pour les autres, est-ce que ça parle du temps ou est-ce que ça parle de la conscience du temps? Bon, voilà, c'est une question qui est très philosophique. Oui, puis c'est une règle physique qu'on ne connaît pas aujourd'hui, quoi. Donc, exactement. voilà. Mais la physique, à mon avis, il est compliqué aujourd'hui de la penser en dehors de la conscience. C'est-à-dire, la physique engage jusqu'à un certain point la structure même de la conscience. Mais Thibaut, est-ce que vous serez d'accord avec moi? Enfin, je l'ai souvent lu et je suis plutôt d'accord avec ça, surtout quand on parle des présocratiques, des atomistes, des physiciens tels qu'on les définit au début de la philosophie. Mais la philosophie, c'est quand même la mère de toutes les sciences, quand même, au départ. Enfin, est-ce que vous êtes d'accord avec ce postulat, vous, ou pas? Je dirais plutôt que la philosophie, à l'origine, ne se distingue pas des sciences. Vous voyez, quand vous avez quelqu'un comme Pythagore, peu importe qu'il ait existé ou pas, c'est compliqué de savoir s'il est mathématicien, s'il est physicien ou s'il est philosophe. C'est-à-dire, tout se mêle. Et l'idée même de faire des distinctions comme nous en faisons aujourd'hui repose déjà sur un certain type de présupposés historiques. La pensée antique, à mon avis, ne fait pas de distinction entre tout cela. Parce que tout cela, c'est une manière de saisir la réalité. Et il n'y a aucune raison que la réalité se distingue entre une partie physique, une partie philosophique et une partie mathématique qui n'aurait pas de lien. En fait, si vous voulez, on est dupe très souvent des découpages ou des catégorisations que l'esprit a tendance à effectuer. Et on croit que nos découpages sont le découpage du réel lui-même. Mais la grandeur de la philosophie antique, c'est de ne justement pas effectuer ces découpages-là. C'est de dire le réel est un, il y a une unité du réel, donc il y a une unité de la manière qui permet de le saisir. Donc la science doit refaire ressortir son côté philosophique un petit peu plus, ou en tout cas sur le domaine de l'ufologie. Ah oui, et inversement. Je pense que la philosophie, c'est catastrophiquement coupé de la science, rapproché des matières littéraires ou des sciences humaines, ce qui, là, c'est vraiment une position personnelle, mais à mon avis, c'est une catastrophe. Je suis un peu d'accord. On va dire que la sociologie a pris un petit peu le pas, parce qu'aujourd'hui, on parle plus de sociologie que de philosophie, avec l'intérêt, mais aussi les écueils qu'on peut connaître en sociologie, malgré tout. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, vous à Sigma 2, parce que c'est un peu la question que je vous proposais en préambule, mais c'est une question compliquée, je l'entends, mais la question c'était est-ce que la philosophie peut venir au secours de l'ufologie? Voilà, c'est une vraie question que je me pose, je vous dis, quand on voit les guerres de clans en ufologie avec les scientifiques, on voit que le monde ufologique privé et le GEPAN, ça se passe pas bien. Luc a pas toujours un discours bien compris de la part des ufologues aussi, voilà. Est-ce que vous pensez que l'ufologie peut remettre un petit peu du liant et reconstruire une unité dans ce domaine de recherche? Bah écoutez, moi je pense que chacun, quels que soient nos domaines respectifs, nous avons tendance à voir midi à notre porte. Oui, c'est vrai. Et donc, on ne voit jamais que ce que notre propre domaine nous a appris à voir. Et ça, c'est vraiment une limite, je dirais, structurelle de notre manière de faire. Et l'intérêt de la philosophie, si elle en a un dans une association qui regroupe des spécialistes de différents domaines, c'est, je dirais, de faire voir ce que les différents domaines ont en commun. Essayer, voilà, de créer une sorte de synthèse, pas une synthèse molle, mais de faire voir conceptuellement ce qui émerge de différentes approches. Parce que sinon, le physicien quantique va en rester à la physique quantique, le technicien va en rester à une approche très technique du problème avec des données, etc., etc. Mais il faut trouver un élément qui relie tout cela, et la philosophie peut servir à cela. Et puis, elle peut aussi servir à montrer que des concepts qu'on emploie comme allant de soi ne vont pas de soi. Je vous donne un exemple très simple qui est un problème énorme à mon avis. Si vous prenez par exemple le concept d'espace,
on s'imagine que tout le monde, depuis toujours, pense qu'il y a un espace. Mais si vous prenez un grec antique, le mot n'existe même pas. Il n'y a pas d'espace pour un grec, il y a des choses. Il y a des choses. Mais l'idée qu'il y ait des choses dans un cadre, c'est une idée qui n'existe pas avant le XVIIe siècle. Quand vous prenez le mot latin spatium dont vient le mot espace, spatium, ça veut dire intervalle. C'est intervalle ou arène. C'est l'arène sur laquelle les jeux du cirque avaient lieu. Donc, ce n'est pas du tout l'espace au sens où nous l'entendons. Donc, quand vous avez des spécialistes d'un domaine qui parlent de l'espace comme si c'était une évidence, au moins du point de vue historique et conceptuel, ce n'est pas du tout une évidence. C'est une construction très longue à accoucher de la moitié du XVIIe siècle. Même Descartes est assez réservé à l'égard de la notion d'espace. Il préfère parler de choses étendues. Donc, il part de la chose en tant qu'elle occupe une certaine portion d'espace. Mais il n'y a pas de réflexion sur l'espace, il y a une réflexion sur l'étendue des choses dans l'espace, qui est un peu différent. Donc, vous voyez que, voilà typiquement une fausse évidence, l'évidence selon laquelle il y aurait de l'espace. C'est quelque chose de très construit, de très récent, de très moderne, et on peut servir à cela. On peut servir à dire à des gens qui prennent pour donner l'existence de l'espace, attention, on a l'impression qu'il est évident qu'il y ait de l'espace, peut-être que ça n'est pas si évident que cela, et que les gens de l'Antiquité avaient de bonnes raisons de ne pas penser cela. Oui, puis il y a une question aussi de connaissance, de notion. Quand on voit que nous avons découvert, enfin nous, la première exoplanète a été découverte en 1994, c'est-à-dire hier, il est évident que certains feront des études et verront que en 1980, la notion de vie ailleurs dans l'univers n'était pas aussi ancrée qu'elle peut l'être. Une fois qu'on découvre des exoplanètes, on dit ok, ça c'est acté. Donc là, on en est à se dire, ok, est-ce qu'il y a des formes de vie qui ont pu se développer ou qui se développent sur ces exoplanètes et d'ailleurs, alors vous parliez d'Avilobe tout à l'heure, et je vous propose peut-être qu'on finisse justement sur Avilobe avec son projet Galileo, qui est sorti cet été. C'est une levée de fonds privée, donc ça montre bien qu'il y a quand même un intérêt de la société sur la question, parce qu'on ne lève pas 2 millions d'euros comme ça. Et c'est vrai que je ne sais pas si vous aviez vu le documentaire de Dominique Filol, OVNI, voilà. Il avait eu la chance d'interviewer Avilobe, et Avilobe avait cette phrase dedans que j'aime beaucoup. Il disait « On va peut-être se rendre compte qu'on n'est pas les gamins les plus intelligents du quartier. » Et là, on rejoint quand même un petit peu la notion de Kant, dont on parlait tout à l'heure. C'est vrai que il y a quand même peut-être aussi cette peur de se dire, tout compte fait, voilà, on n'est pas grand-chose, on n'est pas grand-chose intellectuellement, technologiquement, on n'est pas grand-chose idéologiquement. Est-ce que vous pensez que la philosophie peut nous aider à surmonter cette peur de se rendre compte qu'en fait, on n'est pas, voilà, on est assez médiocre, on n'est que des animaux raisonnables et loin d'être des êtres supérieurs? Oui, alors surmonter cette peur, je ne sais pas. En revanche, elle peut déjà permettre de prendre conscience que l'éventuelle rencontre avec d'éventuelles intelligences non humaines n'est pas par nature une bonne nouvelle. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui doit faire l'objet d'une réflexion et enfin, ce serait très audacieux de considérer cette question-là uniquement sous l'angle de la découverte scientifique. Vous voyez, comme vous le dites, si on prend conscience de notre extrême limitation, de la finitude, pour parler comme Kant, il est tout à fait certain qu'on ne peut pas prédire quels seraient les résultats d'une telle rencontre ou quels seraient les résultats d'une prise de conscience, même du point de vue psychologique, de notre grande médiocrité. C'est-à-dire quand Loeb dit « on n'est pas les plus intelligents du quartier », alors c'est vrai, on le dit, ça fait rire parce que c'est une formule amusante. Et lui, en plus, utilise bien les gamins. On n'est pas les gamins les plus intelligents du monde. Donc ça veut dire qu'il nous met bien au niveau des enfants, quoi. Absolument. Donc ça, c'est disons, sur la psychologie collective, on ne peut pas savoir quel effet ça peut avoir. Et moi, je ne fais jamais de prédiction, naturellement, ni quoi que ce soit. Mais je pense qu'en tout cas, la réflexion peut poser un certain nombre d'hypothèses sur le type de réaction possible. Et je pense que la plupart des réactions sont des réactions qui pourraient être néfastes. Oui.
Ce qui expliquerait peut-être pour certains le non-contact. C'est-à-dire que si des êtres supérieurs nous regardaient, ils se diraient peut-être c'est pas le moment de leur parler parce qu'on va les mettre à genoux, ils vont s'auto-détruire, enfin ça va pas bien se passer, donc c'est pas le moment de prendre contact. Ça, c'est une thèse qu'on entend souvent en ufologie et qui est loin d'être idiote, je trouve d'ailleurs. Enfin, ce serait plutôt rassurant. Ça voudrait. Ça prédisposerait, enfin, il y aurait une prédisposition à une certaine bienveillance de la part d'êtres supérieurs. C'est pas une mauvaise nouvelle. On peut spéculer là-dessus. Oui. Voilà, c'est de la spéculation. Oui, on peut spéculer. Oui. Effectivement. Bien Thibaut, nous sommes bientôt à l'heure d'émission. Moi, je me suis régalé et j'espère très honnêtement qu'on aura la chance de pouvoir rediscuter ensemble, peut-être de temps en temps sur des thèmes précis, voilà, des points spéciaux. Mais j'aimerais quand même vous poser une dernière question avant qu'on se quitte. Imaginons que, voilà, ils arrivent dans votre jardin à vous, parce qu'ils ont décidé qu'il fallait parler à des philosophes et pas à des politiques, pas à des militaires, pas à des scientifiques. Qu'est-ce que vous leur dites, vous, quand ils arrivent? Compliqué. Je pense que je leur demanderais si c'est eux qui nous ont produits ou créés. Ah oui. Ça, c'est une vraie question. Ça, c'est les restes de lecture de la traduction de la Bible par Biglino. Mauro Biglino, ouais, passionnant. C'est vrai je réponds un peu à brûle pour point. Je n'ai pas réfléchi à cette question-là, mais grosso modo, est-ce que tu es mon papa? Est-ce que c'est toi mon papa? On en sait pas lointain. Pour rappeler quand même Mauro Biglino, pour ceux qui ne le connaissent pas, franchement, il faut absolument lire Mauro Biglino et je suis ravi, Thibaut, que vous ayez lu Mauro Biglino et que ça vous ait plu. Mauro Biglino a étudié la Bible de façon philologique sur le coup, c'est-à-dire que lui traduit le texte mais sans lui donner de sens, c'est-à-dire vraiment dans son sens littéral. Et c'est intéressant parce que tout à l'heure, je vous entendais parler du spatium et c'est la démarche de Mauro Biglino justement de reconceptualiser les termes dans le moment. Et là, on se rend compte qu'il y a plein de termes qui ont été modifiés ou travestis à travers l'hébreu, puis le latin, puis le grec, puis nos langues actuelles. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, on met les termes un petit peu comme ça nous arrange, ou quand ça arrangeait les moments historiques. Donc c'est vrai que, voilà, ça aussi, pour moi, c'est aussi de la philosophie, justement, de se dire, attention, le terme utilisé à ce moment-là, qu'est-ce qu'il voulait dire par rapport à ce qu'on veut dire aujourd'hui? Il y a un terme qui nous concerne complètement, c'est alien. Alien, aujourd'hui, pour tout le monde, ça veut dire extraterrestre. Enfin, la signification initiale du terme alien avant le film, c'est étranger, au même titre que stranger. Oui, bien sûr. Donc, c'est vrai que c'est super important. Thibaut, j'ai passé un super moment avec vous. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là. Alors, c'est vrai que j'ai été très bavard avec Thibaut. Julie, toi, comment dire, par rapport à la philosophie, est-ce que tu penses que l'ufologie a besoin de plus de philosophie ou pas, ou le paranormal en général, parce que c'est vrai qu'on sait que tu es aussi attaché à des domaines plus larges, pardon, je cherche mes mots. Si j'englobe les deux, oui, c'est indéniable dans le sens où que ce soit ufologie ou paranormal, c'est le même combat, hein, de toute façon. C'est vrai que l'angéologie, les textes religieux, les djinns, tout ça, on a l'impression des fois que c'est du papier à cigarette, quoi, qu'on peut tout à fait coller les textes religieux et les mettre avec des extraterrestres ou d'autres formes de vie intelligente, ça marche super bien. Exactement. C'est vrai que c'est quand même passionnant, effectivement. D'ailleurs, excusez-moi, je vous interromps, mais pour rebondir sur ce que vous dites, l'un des intérêts de la traduction de Biglino, c'est de montrer que les anges sont totalement matériels. Ils n'ont rien d'immatériel dans la Torah. Et les malakim ont un corps. Ils ont manifestement un pouvoir de persuasion et une intelligence qui sont hors du commun par rapport à l'environnement humain de l'époque. Et donc, ce sont, si Biglino a raison, au sens propre des intelligences non humaines, pas forcément extraterrestres, on n'en sait rien, mais en tout cas non humaines, qui se baladent parmi des humains. C'est ça qui est décrit du point de vue littéral. Rappelons-nous ce passage où c'est Moïse, je crois, qui va voir la cité de Sodome et Gomorrhe, où à un moment il rencontre un ange ou des anges, et puis il mange,
sont fatigués. Enfin voilà quoi. Non, c'est des anges qui vont à la rencontre. Abraham héberge, 2 anges demandent à Abraham d'être hébergé Voilà, et c'est d'avoir Abraham. un Voilà, lit, c'est ça. d'avoir une couche et des draps ou quelque chose comme Voilà, ça. donc, Oui, c'est très c'est étonnant. vrai qu'on peut s'étonner quand même de la part d'anges qui soient un petit peu fatigués au milieu de chemin. Donc voilà, non, mais c'est des lectures passionnantes, effectivement. Et je vous dis, on a la chance de pouvoir discuter avec Mauro dans pas très très longtemps. Donc ça, c'est vraiment un super plaisir. Ouais, c'est une excellente nouvelle. Ouais, et parce qu'on s'attache vraiment à faire découvrir. Mais je vais vous dire la vérité, Thibaut, c'est Mauro Biglino qui m'a fait basculer dans l'ufologie parce que j'étais plutôt dans une recherche de religion primordiale. Voilà, moi, c'était plutôt ça ma recherche au départ. Qu'est-ce qui a fait qu'on arrive à une conclusion? Et c'est vrai que vous tombez à un moment ou un autre sur Biglino et là, vous vrillez complètement parce que c'est exceptionnel, c'est sûr. Bien, mais écoutez, nous sommes à l'heure d'émission. On va s'arrêter là, mais c'était déjà très bien. Je pense qu'il y a matière pour nos spectateurs quand même à se faire bouillir le bulbe avec tout ce qu'on a dit avec Thibaut. C'était le but de toute façon. Thibaut, j'espère qu'on aura l'occasion de refaire des émissions ensemble ou peut-être de se voir à des réunions que Sigma 2 pourrait organiser ou pas. Vous savez un petit peu s'il va y avoir des séries de conférences par rapport au rapport ou c'est pas encore complètement défini au niveau de Sigma 2? On attend le calendrier. On a reçu un mail là, il y a quelques heures de Luc voilà, vous voyez. nous annonçant que le calendrier sera bientôt prêt. Voilà, donc vous voyez, on est pile poil dans le timing, effectivement. Si vous passez du côté de Marseille, je serai au premier rang pour vous écouter, ça c'est sûr. Bien les amis, n'oubliez pas, si vous ne l'avez pas lu, La philosophie au risque de l'intelligence extraterrestre, vraiment un livre à lire, vraiment. Très agréable à lire et très 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 instructif. Et puis vous pouvez aussi trouver quelques émissions de Thibaut et puis quelques textes que Thibaut a écrits sur votre blog. Vous avez un blog, vous Thibaut Je dirige un site de recension philosophique, mais je parle de livres que je n'ai pas écrits. Non, mais recension de livres d'autrui. Parfait. Bien, écoutez les amis, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée en fonction du moment où vous regarderez cette émission. Et puis on vous dit à très bientôt sur le Maybe Planet. Ciao, ciao.